merci pour l'invitation en Tunisie, c'est vraiment très apprécié. Depuis que je suis arrivé, j'ai rencontré que des gens formidables et je suis très heureux de pouvoir vous présenter aujourd'hui un thème de recherche qui me tient particulièrement à cœur. Pourquoi l'air contient moins d'oxygène en montagne? Bonne question. Petit quiz pour vous. Pourquoi, à votre avis? A, parce qu'il fait plus froid en montagne. Levez la main. Parce que la proportion d'azote va augmenter. Un peu plus de mains. Ouais. Parce que la concentration en oxygène diminue. Un peu plus. Alors ça doit être la dernière réponse. En fait, j'ai pas la réponse, je sais pas. Peut-être qu'aucune des trois est juste. Selon vous, si j'ai bien compris, ça serait plus la D. Et vous avez raison, vous n'avez pas la bonne réponse. Il faut tendre le cou aux idées reçues. Quand on va à la montagne, ici vous voyez, quand on va du niveau de la mer jusqu'au sommet de l'Everest, en fait, la pression barométrique, elle, va diminuer. Mais par contre, la composition de l'air, elle, reste strictement la même. Donc il faut tendre le cou aux idées reçues. Ce qui change, c'est la pression barométrique qui va diminuer, mais la composition de l'air, elle, va rester toujours autour de 21%. Ok, donc quand on parle d'altitude, de l'hypoxie, il faut définir ce qu'on appelle l'hypoxie hypobare, c'est-à-dire l'hypoxie naturelle quand on va à la montagne, de l'hypoxie normobare, quand elle est simulée. C'est la bonne nouvelle, aujourd'hui on a beaucoup d'outils qui permettent de simuler l'altitude, même si on n'a pas à disposition des montagnes. Toujours est-il que, comme je vous expliquais, on peut obtenir une diminution du stress hypoxique par une diminution de la pression barométrique, donc c'est quand on va à la montagne, ou alors en chambre hypobare. Mais la bonne nouvelle, c'est que aussi, en utilisant des chambres hypobariques, on peut diminuer la fraction en oxygène, donc on peut la descendre, elle est plus de 21%, mais on peut descendre autour de 15% pour de l'entraînement, ou alors on peut utiliser des caissons hypobares, où cette fois on va ajouter de l'azote, et le résultat est le même, c'est que la fraction elle va augmenter, et la fraction inspirée, elle, va diminuer. Donc vous comprenez bien que pour obtenir un environnement hypoxique, soit on diminue la pression barométrique quand on est à la montagne, soit on diminue la fraction inspirée d'oxygène, et ce qui se traduit par une diminution de la saturation, ce que vous pouvez facilement mesurer au niveau du doigt, par exemple avec un oxymètre. Donc aujourd'hui, il y a un choix de plus en plus important d'outils pour simuler l'altitude. Vous avez en haut à gauche une chambre hypobarique, vous avez un système anti-traîneur par exemple, qui est portable, vous pouvez amener ça sur tous vos camps d'entraînement. Ici, c'est une photo qui a été prise à Doha, donc on a 25 chambres normobariques pour simuler l'altitude. Vous pouvez aussi avoir des tentes. On a aussi des chambres hypoxiques qui se développent de plus en plus dans beaucoup de centres d'entraînement. Et vous avez aussi des outils comme celui-ci, c'est un outil particulièrement spécial puisqu'on peut le positionner n'importe où. Ça peut être sur un terrain de foot comme je vais vous montrer, ça peut être sur une piscine où on peut recréer un environnement hypoxique et s'entraîner comme si c'était à la montagne mais dans un environnement réel, donc c'est très écologique. Aujourd'hui, l'objet de ma présentation, c'est de vous montrer que oui, l'entraînement en altitude c'est utile, mais c'est pas que utile pour les sportifs d'endurance comme on peut imaginer souvent, mais c'est aussi très utile pour les sports collectifs. Et je vais essayer de vous présenter des méthodes vraiment très innovantes qui ont été développées dans nos laboratoires et qui sont utilisées aujourd'hui par beaucoup de sportifs de l'élite. Et vous verrez que ces méthodes elles ont été développées dans les quelques dernières années. Donc c'est quelque chose qui est en train de bouger énormément. Et je vais essayer aujourd'hui de vous convaincre comme quoi c'est des méthodes qui sont vraiment utiles pour vos athlètes, pour préparer des compétitions. Donc j'espère beaucoup d'applications pratiques et qu'on pourra échanger sur ça demain. Ici sont les points abordés pour la présentation d'aujourd'hui. Donc je vois 5 points. Le premier c'est comment les méthodes d'entraînement en altitude sont en train d'évoluer. Donc c'est pour ça que j'ai mis un R, c'est plus une révolution, une évolution. Donc comme je vous le disais, ça va être commencé par les sportifs d'endurance, mais aujourd'hui les joueurs de sport collectif ont vraiment un grand intérêt à utiliser l'entraînement en altitude. Donc beaucoup de nouvelles méthodes, de nouvelles applications. Par exemple l'entraînement par répétition de sprint en hypoxie, c'est quelque chose qui est extrêmement populaire depuis quelques années. Je vais vous présenter le panorama des méthodes et comment ce panorama est en train d'évoluer fortement, et notamment pour les sports collectifs. Aussi, aujourd'hui, la tendance c'est de combiner les différentes méthodes, essayer de limiter les limitations de chaque méthode, mais de prendre des effets bénéfiques de chaque méthode et ainsi de créer un cocktail magique avec les meilleures applications pro-team. Et éventuellement, je vais présenter des pistes futures sur l'entraînement en hypoxie qui concernent non seulement le sportif, mais aussi des applications pour le retour après les blessures et ce genre de choses. Ok, ici le point de départ. Donc ici il s'agit d'une étude qui s'intéresse à l'altitude et la performance footballistique. C'est une étude qui a été réalisée en Amérique du Sud, sur le Brésil, l'Argentine, la Bolivie
Voilà, c'est revenu. Et en fait, ce qu'ont observé ces auteurs, c'est que quand effectivement le Brésil va jouer en Bolivie, ce n'est pas la même chose que quand la Bolivie vient jouer au Brésil. Quand le Brésil va jouer en Bolivie, donc la Bolivie, je vous rappelle, c'est 3600 mètres d'altitude. Ce qui se passe, c'est que les Brésiliens, ils vont avoir des difficultés, et ils vont marquer moins de buts, et ils vont concéder plus de buts que si la rencontre avait lieu au Brésil. Donc oui, effectivement, il y a une détérioration de la performance des équipes qui résident à faible altitude, comme le Brésil, lorsqu'ils viennent jouer contre des équipes qui ont leur camp en haute altitude, comme en Bolivie. Donc oui, il se passe quelque chose, effectivement. En fait, le point de départ de tout ce que je vais vous raconter aujourd'hui, c'était il y a une cinquantaine d'années, pendant les Jeux Olympiques de Mexico, où il est paru très clairement que tous les athlètes des sports explosifs, c'est-à-dire les lancers, les sauts, les sprints, des nouveaux records ont été établis, comme Bob Beamon par exemple, si vous vous rappelez. Et par contre, dans tous les événements de moyenne et longue distance, c'était l'inverse. Les records étaient terribles. Il n'y avait pas eu de records qui ont été établis et toutes les performances étaient vraiment moindres. Et effectivement, on a aussi constaté que tous les médailles d'or venaient de pays où il y avait des montagnes, comme le Kenya. Donc, il semblerait qu'il se passe quelque chose. Et c'est, je pense, il y a une cinquantaine d'années qui est vraiment né ce concept d'entraînement en altitude ou en hypoxie. Donc, le premier objectif, comme vous comprenez, c'était de mieux s'acclimater aux conditions stressantes de la haute montagne, lorsqu'on a réalisé une compétition en altitude, mais aussi, plus récemment, on utilise ce concept d'entraînement en altitude pour augmenter de manière encore plus importante la performance comparativement au même exercice au niveau de la mer. Ce sont deux objectifs principaux de l'entraînement en altitude. Ici, c'est une vidéo, merci. Ça peut faire sourire aujourd'hui, effectivement, cette vidéo a été prise il y a une cinquantaine d'années. C'était en Suisse, la façon dont l'équipe nationale se préparait lorsqu'ils ont à faire des compétitions en haute altitude. Effectivement, ça peut faire sourire, il n'y avait pas beaucoup d'intensité. Et à l'époque, c'était principalement utilisé pour les athlètes d'endurance, comme je l'ai. Il y a trois grandes familles dans l'entraînement en altitude. La première, c'est l'entraînement, la méthode classique, qui consiste à se déplacer à la montagne, de passer entre 2 et 4 semaines et de rester dans cet environnement à la montagne. C'est ce qu'on appelle le live high, train high, ou le vivre et s'entraîner en altitude. Donc l'objectif principal de cette méthode, c'est d'augmenter le transport de l'oxygène, donc la masse en hémoglobine. Comme vous pouvez voir, vous pouvez obtenir 1% d'augmentation pour 100 heures d'exposition à l'altitude. Si on reste 3 semaines, correspond à des gains de 3 à 5%, selon les athlètes. Mais cette méthode n'est pas sans limitation. Une des principales limitations est qu'on ne peut pas s'entraîner à la même intensité lorsqu'on est en altitude. Donc, dans les années 90, est apparue une modification de cette méthode, le vivre en altitude mais s'entraîner au niveau de la mer. Donc, le live high, train low. Donc, on a les mêmes adaptations hématologiques puisqu'on est exposé la plupart du temps au stress hypoxique. Donc, on va augmenter la masse en hémoglobine. Mais par contre, on va redescendre proche du niveau de la mer, ici, pour certaines sessions d'entraînement, afin de garder le flux en oxygène et donc la qualité des séances d'entraînement, si vous voulez. Donc, on peut faire ça quand on va à la montagne ou si on a des chambres normobariques, comme au Qatar par exemple, on peut aussi faire ça. Les athlètes peuvent dormir dans des chambres où on va diminuer la fraction d'oxygène et après il faut s'entraîner dans les conditions de Qatar par exemple. La troisième grande famille, c'est le live low, train high, donc vivre au niveau de la mer. Donc vous restez dans votre environnement classique, par exemple ici à Tunis, mais ce que vous allez faire, c'est d'ajouter quelques sessions d'entraînement en hypoxie. Donc, comme je vous ai montré dans les premières diapositives, dans une chambre climatique par exemple, ou avec l'altitrainer. Donc, on peut utiliser des altitudes qui vont être plus élevées. Donc, cette fois, on passe la majorité du temps au milieu de la mer et seulement pour certaines sessions d'entraînement, on va ajouter le stress hypoxique pour créer des adaptations qui, cette fois, vont être plus musculaires. Donc, quand on parle d'altitude, vous avez bien compris que ce n'est pas toujours le même genre d'adaptation qu'on vise. Certaines, c'est central, le transport d'oxygène, d'autres, c'est l'utilisation d'oxygène au niveau du muscle. Et ça va différencier selon la limitude qu'on va privilégier. Donc, pour résumer ce que je viens de vous dire, il y a eu un panorama des méthodes qui a été établi il y a une dizaine d'années. Donc, vous retrouvez le vivre en haut, s'entraîner en haut, le vivre en haut, s'entraîner en bas, et le vivre en bas, s'entraîner en haut. Le point que je veux faire ici, et c'est très important dans le contexte du congrès, c'est que ce monsieur, Ben Levin,
et un scientifique, c'est un cardiologue à Dallas aux États-Unis, et c'est lui qui a proposé cette méthode, vivre en altitude, mais descendre au niveau de la mer pour certaines sessions. Donc aujourd'hui, c'est le papier dans le champ de l'entraînement en altitude qui est le plus cité et le plus connu. Cette méthode, c'est certainement la plus populaire aujourd'hui. Donc le point que j'essaie de faire, c'est que souvent, comme vous savez, nous scientifiques, on arrive après les collègues de terrain pour essayer d'apporter des réponses à ce qu'ils observent sur le terrain, essayer d'apporter des mécanismes et tout ça. Mais cette fois, dans le champ de l'entraînement en altitude, c'est le contraire. C'est un scientifique qui est arrivé en avant et qui, avec ses aspects théoriques, a réfléchi et a dit peut-être que si on propose ça, ça sera plus bénéfique pour mes athlètes. Et aujourd'hui, c'est la méthode qui est la plus appliquée. Donc c'est pas toujours dans ce sens-là. Et l'entraînement en altitude, c'est vraiment un bon exemple. Je vais vous montrer des méthodes modernes qu'on a essayé de développer ces récentes années. Et aujourd'hui, après seulement 2 ou 3 ans, elles sont déjà appliquées par la plupart des sportifs de sport collectif. Donc c'est assez encourageant, comme quoi on peut travailler sur cette relation théorique-pratique. Donc, je vais vous parler d'une méthode, l'entraînement par intervalle en hypoxie, qui est relativement populaire. Donc, encore une fois, on habite chez soi et simplement, on va dans une chambre hypoxique pour s'entraîner, pour faire certaines sessions par entraînement par intervalle. Donc, c'est par exemple ce qu'ont fait ces équipes d'Australiens. Ils ont entraîné leurs athlètes pendant 4 semaines et comparativement au même entraînement au niveau de la mer, ils ont observé des résultats qui étaient très variables. Pour certaines variables, c'est très bénéfique de s'entraîner en hypoxie par rapport au niveau de la mer. Pour certaines variables, il n'y a pas d'effet supplémentaire et pour d'autres, c'est même négatif. Non. Donc si on fait un peu le premier point intermédiaire sur ce que j'essaie de vous raconter, donc comme je vous disais, l'entraînement en altitude, ça a commencé il y a une 50aine d'années, c'était principalement dédié pour les sportifs d'endurance. On commence à mieux comprendre les mécanismes, mais il faut garder en tête que dans les sports collectifs, c'est assez difficile, la performance elle est vraiment très multifactorielle. C'est difficile d'une étude scientifique d'aller tirer des résultats et de tirer des conclusions directement et dire oui ça marche. Il faut quand même garder en tête que principalement c'est des considérations techniques et tactiques qui vont influencer le résultat. Donc les sprints c'est un effort de moins de 10 secondes, ou moins de 30 secondes si vous préférez, à intensité maximale. C'est des rues du mal. Donc on peut prendre toute l'équipe. Ils dorment donc à altitude de 2500 mètres et puis ils prennent le téléphérique, ils montent et cette fois ils vont faire des sessions d'entraînement très intenses à intensité maximale à une altitude autour de 3000-3500 mètres. Donc ça c'est ce qu'on appelle la répétition de sprint en hypoxie. Donc c'est différent de ce que je vous ai présenté jusqu'à maintenant. L'intervalle training, cette fois c'était des intensités sous-maximales. Ici on parle d'intensité maximum. Donc comme le professeur Nizar a souligné, en 2013, on a eu une réunion au Qatar sur cette discussion, l'intérêt de l'entraînement en altitude pour les sports collectifs. Ça, c'est l'issue qui a été publiée. Nous avons produit un consensus sur l'état actuel des connaissances. J'ai une quinzaine d'issues dans mon sac, donc ceux qui sont intéressés, vous êtes bienvenus pour venir me voir et je vais vous donner ça. Sinon, vous avez tous les articles qui sont en accès libre sur le site du British Journal, donc vous pouvez accéder à tout ça. C'est, espérons-le, une mine d'informations. Donc, dans cette issue spéciale en 2013, on a mis à jour le panorama des méthodes hypoxiques et on a surtout. Hop, c'est pas terrible ça. On s'est surtout intéressé à mettre à jour ce que vous avez ici à droite, donc les méthodes Live Low, Train High. Donc encore une fois, vous restez chez vous et certaines sessions d'entraînement, vous allez les faire en hypoxie. Donc vous retrouvez ici la méthode qui pour moi ne semble pas marcher, l'entraînement par intervalle, l'entraînement continu, au repos, qui ne semble pas marcher non plus. Et ici vous retrouvez le RSH, donc le RSH c'est Repeated Sprint in Hypoxia. Donc c'est des répétitions d'efforts maximaux avec des périodes de récupération incomplètes en hypoxie. Ça, c'est la première étude qui a été publiée sur ce modèle. Donc, on pose 20 secondes, ça c'est un bloc, on pose 5 minutes, et puis on fait 3 blocs par session d'entraînement. Donc c'est quelque chose qui est relativement court. Ça prend une demi-heure, 40 minutes pour réaliser ce genre de choses, 2 fois par semaine. Ce qu'ils ont fait, c'est d'évaluer la capacité à répéter des sprints avant et après le protocole d'entraînement. Voilà les résultats, donc RSN, c'est-à-dire normoxie, c'est-à-dire le groupe qui s'est entraîné au niveau de la mer. Ici, c'est le groupe qui s'est entraîné en hypoxie. Ça, c'est la puissance moyenne. Et en fait, comme on peut imaginer, quand on fait des sprints, effectivement, si la récupération est incomplète, on ne peut pas maintenir la performance. Donc, on observe une diminution de la performance, ce qui est vrai dans les deux groupes. Et ces chercheurs, ce qu'ils ont fait, c'est que quand la diminution a été de 30%, ils ont arrêté les sujets. Ils ont dit, ok, c'est l'épuisement, vous êtes plus capable de maintenir la performance. Donc,
Donc la bonne nouvelle, c'est que dans les deux groupes, en pré-test, vous voyez que la performance elle était de 9 sprints, puis après on s'arrêtait, c'est-à-dire qu'on avait atteint 30% de diminution de performance. Et qu'est-ce qui s'est passé après l'entraînement? Alors vous pouvez voir que dans le groupe qui s'entraînait en normoxy, si vous faites la moyenne des 8 sprints, des 9 sprints, pardon, vous avez un gain de puissance de 7%, ce qui n'est pas négligeable. Si moi je suis un entraîneur et qu'on me dit vos athlètes en moyenne vont progresser de 7%, moi je prends, c'est sûr, mais par contre vous voyez qu'au bout du 9e sprint, ils avaient déjà atteint 30% de diminution, donc ils n'étaient pas capables de faire plus de sprints. Et si vous regardez en rouge, en hypoxie, vous pouvez voir que cette fois ils étaient capables de faire en moyenne 13 sprints. Donc ils sont capables de retarder l'apparition de la fatigue de manière plus que significative, de l'ordre de 40%. Donc cette fois, ils étaient capables de faire en moyenne 13 sprints avant de diminuer de 30% comparativement à avant l'exercice où il fallait seulement 9 sprints pour atteindre l'épuisement. On a réalisé cette étude aussi, c'est des jeunes joueurs de football, donc ça marche aussi chez les jeunes. 10 sessions d'entraînement, donc encore une fois, 2 fois par semaine, chez les moins de 18 à l'académie Aspire. Donc on a entraîné les jeunes sur les tapis, où ils faisaient des sessions de sprint sur le tapis roulant. Qu'est-ce qu'on a observé lors d'un test d'agilité répété? Donc cette fois il y avait aussi des changements de direction, donc il y avait aussi une composante neuromusculaire. C'est que le groupe qui s'est entraîné en normoxy a augmenté de l'ordre de 2%, la performance moyenne, alors que le groupe en hypoxie a eu des gains qui sont 2 fois supérieurs. Donc encore ici on confirme l'intérêt de l'entraînement en hypoxie par rapport à la normoxy. Ils ont fait strictement la même chose, le même nombre de sprints. La seule chose qui a différé, c'est le fait que le groupe qui était en hypoxie, donc vous voyez entre 2500 et 2800 mètres, avait ce stress additionnel et les gains sont doublés. Donc, effectivement, ces méthodes sont de plus en plus populaires. Au début de l'année, on a fait une méta-analyse. Donc, ce que je voudrais pointer, c'est que toutes les 12 études qui sont ici viennent de 6 groupes de recherche différents. Donc, ce n'est pas seulement notre groupe, c'est 6 groupes de recherche différents. Que l'étude la plus ancienne a été publiée en 2013, donc c'est extrêmement nouveau, comme vous pouvez voir. Et vous pouvez voir que dans quasi toutes les études, sauf peut-être une ici, ils observent un effet additionnel de faire les exercices de sprint en hypoxie par rapport à la normoxy. Donc c'est aussi très pratique puisque vous pouvez voir que cette fois ils ont fait 7 sessions d'entraînement ici, donc qui inclut les sprints répétés, pendant 6 jours consécutifs, donc simplement une semaine d'entraînement. 6 jours consécutifs, donc un groupe qui s'est entraîné en hypoxie, l'autre qui faisait les sprints en normoxy, et ils ont observé que sur des sprints de 60 mètres, il y avait des changements simplement au départ du sprint, et que ces gains, ils s'étaient observés encore une fois que pour le groupe hypoxique. Et ça a été relié avec la phosphocréatine, donc ils ont mis leur sujet dans les éléments, ils ont observé que simplement le groupe qui s'entraînait en hypoxie avait une augmentation au repos. Donc les mécanismes, aujourd'hui on ne sait pas trop. Comment implémenter ça? J'ai pas mal de pistes, on pourra discuter ça demain dans les ateliers pratiques, mais effectivement ça va vraiment varier selon le ratio exercice-récupération pour avoir des adaptations plus oxydatives ou glycolytiques. Mais on reviendra à ça sur notre discussion demain. Je ne veux pas que ça crée de la confusion, mais c'est le panorama actuel des méthodes hypoxiques. Donc on a publié ça aussi au début de l'année. Donc ça devient de plus en plus complexe, comme vous pouvez apercevoir. On a ici le Live High Train High, le Live High Train Low, et puis surtout les méthodes qui sont en train de vraiment se développer, c'est le Live Low Train High. Donc quand on reste encore une fois à la maison et qu'on fait certaines sessions d'entraînement en hypoxie, donc ici on retrouve notre méthode de sprint répété en hypoxie. Après avoir fait ce protocole, comparativement en blanc où il n'y a pas eu ce protocole de préconditionnement, la performance ou la puissance sur les sprints sur vélo est augmentée, et notamment sur les premières répétitions. Donc ça pourrait être intéressant comme préparation. Ici aussi, gros point d'intégration sur les mécanismes, on ne sait pas vraiment comment ça marche, certainement des adaptations musculaires ou vasculaires, mais aujourd'hui on ne sait pas vraiment. Et c'est là sur quoi on va travailler dans les années futures. Donc, comme je vous disais, c'était montré bénéfique sur du vélo, aussi sur de la natation, sur des sprints uniques ou sur des sprints répétés de 50 mètres en natation. C'est pas non plus miraculeux, il faut bien garder en tête que dans pas mal d'études, il n'y a aussi pas d'effet supérieur ou même des effets négatifs. Et c'est toute la difficulté, c'est combien il faut faire, quelle est l'intensité de l'occlusion, combien de temps avant, toujours pareil, c'est très délicat. Est-ce que les athlètes sont plus vont répondre que d'autres? Aujourd'hui, on ne sait pas encore vraiment. Mais il semblerait que ça soit relativement intéressant comme méthode. Donc ça c'est une méthode locale, c'est-à-dire qu'on va couper le flux sanguin au niveau des jambes, mais qu'est-ce qui se passe si on fait la même chose en hypoxie? C'est-à-dire qu'on va respirer un mélange
de 15% pendant 5 minutes, puis on va retourner au bout de la mer et on fait ça 4 ou 5 fois. C'est ce qu'on appelle le préconditionnement hypoxique, comparativement à ischémique, qui est donc une méthode locale. Mais c'est le même principe. On est 5 minutes exposé à l'hypoxie, qu'elle soit systémique ou périphérique. On pose 5 minutes et on fait ça 4 ou 5 fois. On avait de bons espoirs, puisqu'on avait observé des bons résultats sur ce qui se passe au niveau périphérique. On a aussi voulu combiner les deux méthodes, comme vous pouvez voir ici, quand on combine ischémique et hypoxique. Malheureusement, on n'a rien observé. Donc encore une fois, c'est pas non plus magique, ça marche pas à tous les coups. Il faut bien garder ça en tête quand on essaie d'utiliser des méthodes. Des fois, on se casse les dents, ça marche pas, on essaie de comprendre et puis on avance. Donc il faut encore une fois rester humble. J'essaie de vendre nos méthodes, mais il faut quand même garder en tête que bien souvent ça marche pas, et si ça marche pas, quel intérêt de faire ça par rapport au coût que ça peut coûter, le temps que ça peut causer, le stress que ça peut causer aux athlètes. Donc ça, c'est toujours notre équipe de rugby à Tignes. Donc non seulement ils font des sprints en hypoxie, mais comme vous pouvez voir, ils font aussi l'entraînement sur le rugby. Ils font aussi toute leur musculation sur le terrain. Donc ici, des athlètes pratiques. Vous allez voir après, il y a des poussées de chariot, mais aussi dans la vidéo, il y a aussi des levées de charge. Donc il y a aussi de l'entraînement effectivement de toutes sortes sur le terrain. Donc ça, c'est quand même une équipe, à l'époque, quand ils faisaient ça, c'était la meilleure équipe d'Europe, hein, quand ils ont gagné 3 fois d'affilée le championnat. Ça peut être fun aussi, comme vous voyez. Voilà, par exemple. Donc, plutôt que faire ça dans une salle de musculation, voilà, pourquoi pas faire ça en environnement hypoxique, à la montagne. Et pourquoi est-ce qu'on ferait ça? Pourquoi est-ce que de faire l'entraînement en musculation à la montagne, ça serait mieux que de faire ça dans une salle classique de musculation? Ça, c'est une étude, il y en a beaucoup parmi tant d'autres. Donc, quand ça va vers la droite, c'est-à-dire que l'entraînement en hypoxie, après 7 semaines d'entraînement, est plus bénéfique que l'entraînement en orthodoxie. Donc vous pouvez voir qu'après 3 semaines, il y a des gains, mais les gains sont encore plus importants ici après 6 semaines. Donc oui, quand on fait strictement le même exercice de musculation, quand on fait ça en environnement hypoxique, ça peut être plus bénéfique que quand on fait ça au niveau de la mer. Et pourquoi est-ce cela? C'est parce qu'à mon sens, on crée une augmentation du stress métabolique au niveau du muscle qui force à avoir des adaptations qui ne pourraient pas avoir lieu, ou qui, si elles ont lieu de manière moindre au sein du muscle, donc tout ce qui est hypertrophie et voie de signalisation. Donc ici, des applications pratiques pour nous les entraîneurs, c'est peut-être que pour avoir une stimulation métabolique qui est accentuée avec l'hypoxie, ce qui marche vraiment bien, ce serait de faire des récupérations relativement courtes, parce que si les récupérations sont trop longues, du coup on perd le bénéfice du stress métabolique en hypoxie, donc il va falloir ajuster les périodes de récupération. Il faut faire un volume d'entraînement suffisant, donc ici c'est quand même relativement élevé, vous pouvez voir 75%, mais si vous voulez vraiment voir un effet de l'hypoxie, il faut faire sur des charges plus faibles, et c'est vraiment là où on voit l'effet bénéfique de l'hypoxie. Donc sur l'entraînement à charge faible, donc 50% du max, ça marche très bien, et il faut jouer aussi avec le stimulus de l'entraînement. Toujours est-il que, très bien, ils ont augmenté la force, donc c'est ce qu'on cherche, mais malheureusement, quand ils ont testé les athlètes sur des sprints de 5, 10 et 20 mètres, ils n'ont pas observé des gains de performance. Donc quel intérêt? Quand on s'entraîne, on ne cherche pas à lever plus de charges, c'est pas comme ça qu'on rencontre des adversaires et qu'on gagne des compétitions. Ce qu'on veut, c'est être plus rapide sur le terrain. Donc, oui, c'est bien d'être plus puissant, d'être capable de lever plus de charges, mais si je ne suis pas capable de le transférer sur le terrain, encore une fois, quel intérêt? Donc ça pose quand même la question du transfert effectif. Donc, à mon avis, il faut faire de la musculation en hypoxie, mais il faut tout de suite essayer de le retranscrire dans le geste pour vraiment que ça prenne complètement sa mesure. Ici, vous avez un tapis roulant instrumenté. Donc un tapis comme ça, il y en a 2 dans le monde. Il y en a un à Saint-Étienne. Il y en a un à Saint-Étienne, effectivement, la dalle. Et il y en a un au Qatar maintenant depuis 5 ans. Donc pourquoi ce tapis est unique? Parce que comme vous pouvez voir, sur ce tapis, on peut faire des sprints. Et la particularité, c'est qu'on va être capable de mesurer les forces de réaction au sol dans les 3 directions, donc verticale, médio-latérale, mais surtout antéro-postérieure, quand on sait l'importance de la production de force antéro-postérieure sur des sprints. Donc comme vous pouvez voir, là, le participant a été exposé à une altitude de 3600 mètres, donc on essaie de recréer le stress au niveau de la Bolivie, et il exerçait 8 sprints de 5 secondes avec 25 secondes de récupération. Donc comme vous pouvez voir sur ce tapis, on peut vraiment reproduire les conditions de compétition. Donc on sprint comme si on était sur la piste d'athlée. Donc la différence, c'est que cette fois, on fait ça comme si on était à la base en Bolivie. Donc comme je vous le disais,
Là, c'est pas de l'entraînement, c'était juste pour essayer de comprendre les réponses aiguës à l'entraînement à l'hypoxie. Donc, ils ont fait 8 sprints de 5 secondes, 25 secondes de repos, une fois au niveau de la mer, une fois à hypoxie modérée, donc autour de 1800 mètres, et une fois en hypoxie sévère, donc 3600 mètres. Donc, qu'est-ce qu'on a observé? On a observé que on avait une diminution, comme on pouvait s'attendre, de la distance qui était parcourue au fil des répétitions de sprint. Ce qui est intéressant, c'est que la distance couverte sur le premier sprint n'était pas affectée. Donc, qu'on soit au niveau de la mer ou en hypoxie, si vous faites un effort relativement bref, et ça c'est vrai pour le sprint, mais c'est vrai aussi pour tous les efforts explosifs, il n'y a pas de changement. Et c'est encore vrai si vous allez au-dessus de 3600 mètres, il y a des études qui montrent déjà 5-6 000 mètres, c'est pareil, sur des efforts très brefs, il n'y a pas d'effet. Mais comme on pouvait s'y attendre, au fur et à mesure des répétitions, la diminution de performance ici en rouge à 3600 mètres est plus marquée que dans les autres conditions. Vous remarquerez aussi qu'en vert, à 1800 mètres, il n'y a pas beaucoup de différence par rapport au niveau de la mer. Seulement la différence se fait quand l'hypoxie devient très sévère. Donc la particularité de ce tapis roulant, c'est qu'on est capable de mesurer les forces produites au sol. Donc non seulement dans le sens vertical, donc on peut voir qu'entre le premier et le 8e sprint, il y a une diminution de la force produite au sol, et ça c'est vrai dans les trois conditions, et c'est la même chose dans les trois conditions. Donc la performance est plus altérée en hypoxie, mais si vous regardez la force verticale, vous pouvez voir que la diminution, non seulement elle est faible, mais en plus elle est similaire entre les groupes. Par contre, si vous regardez la force antéro-postérieure, vous pouvez voir que les pertes de force entre le premier et le dernier sprint sont 3 fois supérieures, et que dans la condition la plus sévère, c'est là où on a une différence avec les autres conditions. Donc l'effet de l'hypoxie va vraiment se manifester d'un point de vue technique, on est capable de moins pousser fort vers l'avant. Alors que si vous mesurez simplement la force verticale, vous pouvez voir qu'on n'est pas capable de détecter cette différence. Donc, il faut faire bien attention aux paramètres qu'on va prendre en compte pour essayer de juger l'efficacité d'un programme d'entraînement ou d'une question d'hypoxie. Les paramètres qui marchent particulièrement bien, c'est le temps de contact, comme vous pouvez voir, ici aussi le temps de contact qui s'allonge de manière plus importante à 3600 comparé aux autres, et la diminution de la fréquence de foulée. Donc, quand on n'a pas les outils qui permettent de mesurer ça, avec des outils beaucoup plus simples, avec des capteurs sur la chaussure, on est déjà capable de mesurer le temps de contact et la fréquence de foulée, et à mon sens, c'est vraiment les paramètres auxquels il faut qu'on s'intéresse de manière primordiale, parce que c'est les plus sensibles. Parenthèse fermée sur l'importance des transferts. Donc vous avez cette étude qui est, à mon sens, la seule qui a été réalisée sur des joueurs de sport collectif, donc c'était du netball. Donc vous pouvez voir que pour différents paramètres neuromusculaires, la force produite sur 3 secondes, sur 30 secondes, l'endurance musculaire, vous pouvez voir que le katsu, donc le katsu c'est quoi le katsu? C'est l'occlusion simplement, hein. C'est quand on fait l'occlusion, comme je vous ai montré dans quelques diapositives, ou hypoxie, donc c'est quand c'est systémique, hein, quand on respire un mélange gazeux qui est différent. Vous pouvez voir qu'effectivement c'est très efficace, puisque les deux méthodes vont permettre d'avoir des gains en termes d'hypertrophie, de force brève, de force d'endurance, mais il semblerait que l'occlusion locale, donc le katsu, soit plus efficace comparativement à l'hypoxie systémique pour obtenir des gains qui sont plus spécifiques à l'activité. Donc, sur le stress hypoxique qu'on va induire, donc systémique ou local, vous pouvez voir que les gains ne sont pas forcément les mêmes. Et donc ça pose la question, quand on est entraîneur, quel stress utiliser pour les athlètes, si on veut augmenter telle ou telle qualité. C'est quelque chose qu'il faut garder en tête. Ça nous amène à la troisième message pratique. Donc oui, il y a des méthodes novatrices, donc le renforcement musculaire en hypoxie ou le préconditionnement en hypoxie. Donc ça c'est efficace particulièrement pour obtenir des adaptations musculaires, donc une meilleure hypertrophie, une meilleure utilisation de l'oxygène, donc des gains de force et de puissance qui sont potentiellement plus importants quand on fait ce genre d'entraînement comparativement au même entraînement au niveau de la mer. Mais j'attire votre attention sur le fait qu'il faut the higher is not the better. Il ne faut pas avoir le stress métabolique qui est le plus important, c'est-à-dire l'altitude la plus élevée, les récupérations les plus courtes. Il faut vraiment être vigilant sur ça, il faut arriver à créer un stress suffisant, mais pas exagéré. C'est là que vous allez avoir les adaptations les plus importantes. Et là, c'est le rôle de l'entraîneur de savoir comment gérer la durée des récupérations, la durée des intervalles, et comment, quand on est à une certaine altitude, il faut varier ça, et comment chaque athlète est différent, et du coup, bien sûr qu'on ne peut pas exposer tous les athlètes au même stress. Donc là, c'est quand même toute la beauté du métier d'entraîneur. Ok, ça nous amène dans l'avant-dernière partie de ma présentation. Donc effectivement, ça c'est un outil qu'on a au Qatar qui est juste unique. C'est un tunnel qui mesure 45 mètres de long, qui est en 3 parties de 15 mètres. Donc vous pouvez faire 15, 30 ou 45 mètres, que vous pouvez mettre
comme je vous ai montré au début de la présentation, sur la piscine directement, ou ici sur le terrain de football, comme on a fait à Doha. Et ce qui permet d'avoir des conditions extrêmement écologiques, c'est-à-dire que les joueurs ici vont pouvoir sprinter avec leurs chaussures de football directement sur la pelouse, mais comme s'ils étaient à La Paz ou que sais-je. Donc ça, c'est quand même un outil assez incroyable. Donc ce qu'on a proposé, c'est le vivre en haut, s'entraîner en bas, et faire des sprints soit en normoxy, soit en hypoxie. Et ce qu'on suggère, c'est que quand on fait des sprints en hypoxie, on va avoir des adaptations musculaires qui vont être encore supérieures. Et quand on combine ça avec une résidence en hypoxie, c'est peut-être la méthode miracle, parce qu'on va pouvoir bénéficier de toutes les adaptations possibles, donc à la fois centrales et périphériques. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris un groupe de joueurs de hockey sur gazon belges. On les a testés en Belgique avant. Ils sont venus au Qatar pendant 14 jours pour faire l'intervention. Et puis après, on les a testés à leur retour en Belgique 1 semaine et 3 semaines après l'intervention. On avait un groupe contrôle, donc le groupe contrôle s'entraînait classiquement, il n'y avait pas de sprint et ils dormaient chez eux, donc ils n'étaient pas dans les dortoirs. On avait donc 2 groupes expérimentaux. La seule différence entre les groupes, c'est que dans un groupe, les sprints répétés étaient faits en hypoxie et dans l'autre groupe, ils étaient faits en normoxie. Mais les 2 groupes dormaient pendant 14 jours dans les dortoirs, ici, à une altitude entre 2005 et 3000 mètres, ce qui fait qu'il y avait eu plus de 200 heures accumulées d'exposition à l'hypoxie pendant le sommeil. Donc ils s'entraînaient, et encore une fois, la seule différence, c'est qu'un groupe s'entraînait sur les sprints en hypoxie, alors que l'autre groupe faisait l'entraînement de sprint en normoxie. Donc, si on peut voir la vidéo, ça donne quelque chose comme ça dans le tunnel. Chaque session, c'était 20 sprints, il y avait 6 sessions, donc ça fait un total de 120 sprints sur les 2 semaines. Donc, la beauté de cet outil, c'est que vous pouvez avoir un joueur qui part, donc il va faire un sprint de 5 secondes, comme vous allez voir dans un instant. Et puis, toutes les 5 secondes, vous allez avoir un joueur à la queue leu qui va partir. Parce que l'entraînement, c'était ça, c'était 5 secondes de sprint, 25 secondes de récupération. Et du coup, quand le dernier a fini, le premier va repartir dans l'autre sens, et ainsi de suite. Donc 5 allers-retours, après on pose 5 minutes et 20 sprints pour la session. Donc c'est quelque chose qui est rapide, c'est simplement une demi-heure. Donc ça permet de faire des sprints dans des conditions écologiques. Qu'est-ce qu'on a observé? Alors, ça c'est un test de mesure de la masse en hémoglobine, donc c'est vraiment le test le plus important quand vous passez du temps en hypoxie pour savoir si vous avez des adaptations hématologiques de transport de l'oxygène. C'est un test classique, donc comme on pouvait s'y attendre, en bleu, le groupe qui s'entraînait au niveau de la mer, qui n'a pas eu de sprint, il n'y avait pas eu de changement du tout. Et vous pouvez voir que les 2 groupes qui ont dormi en altitude, qu'ils aient fait les sprints ou non en hypoxie, ils ont augmenté de 3-4% la masse en hémoglobine et que 3 semaines après, c'était encore maintenu. Donc le fait de faire des sprints en hypoxie et en normoxie, ça n'a pas l'air d'affecter la masse en hémoglobine. Le truc le plus important, c'est vraiment d'accumuler des heures en hypoxie pendant le sommeil. Vous voyez que, comme je vous racontais au début, 1% par 100 heures d'exposition. Ici, on est un peu plus que 200, on est à 3-4%, donc on est dans la fourchette réelle. Ils ont aussi fait des tests de performance, effectivement. Donc le yo-yo, comme vous pouvez voir en bleu, pas de changement de performance. Par contre, encore une fois, nos 2 groupes expérimentaux, vous pouvez voir que le yo-yo, après le camp, et 3 semaines après le camp, était augmenté, et ça s'était augmenté de manière très importante. Il faut garder en tête que ça c'était fait dans la période in-season, donc c'est peut-être pour ça aussi qu'on a des adaptations plus importantes. Mais encore une fois ici, pas de différence entre les groupes. Que vous ayez fait les sprints ou non en hypoxie, la performance sur le yo-yo elle va être augmentée, mais de la même façon. Par contre, si vous regardez sur l'exercice de sprint répété, donc 8 fois 20 mètres avec seulement 20 secondes de récupération, vous pouvez voir que comme toujours en bleu, pas de changement pour le groupe contrôle, mais que les 2 groupes expérimentaux, eux, diminuent les temps cumulés sur 20 mètres, donc c'est un signe d'une meilleure performance. Mais que le groupe qui a fait les sprints en hypoxie, donc ici en vert foncé, a eu un gain 2 fois supérieur par rapport au groupe qui faisait les sprints en normoxie. Et aussi, après 3 semaines, vous pouvez voir que seul ce groupe a maintenu ses gains de performance, alors que le groupe qui a fait les sprints en normoxie, lui, est retourné au niveau de base. Donc oui, cette méthode semblerait particulièrement importante, puisque vous pouvez voir que sur des sprints répétés, ce qui nous intéresse tous quand on travaille avec les sports collectifs, c'est cette méthode qui va permettre d'avoir des gains 2 fois supérieurs et des gains qui vont être maintenus. La seule différence, c'est pas le nombre de sprints ou la récupération, c'est le fait d'avoir ajouté le stress hypoxique pendant la session de sprint répétée. Je vais être bref sur ça, mais on a aussi eu la chance de pouvoir faire des biopsies pour essayer de comprendre un petit peu comment ça se passait au niveau musculaire, essayer de mieux comprendre quels pourraient être les mécanismes d'adaptation. Donc ça, c'est le groupe qui a fait les sprints au niveau de la mer. Vous pouvez voir que si ça va sur la droite par rapport à cette ligne, c'est que c'est bon signe, c'est qu'il y a des adaptations positives.
mais comparativement à ce groupe qui a fait les sprints en hypoxie, c'est moindre. Le groupe qui a fait les sprints en hypoxie, vous pouvez voir que les gains, notamment en termes de signalisation les voies IF1, alpha, le transport d'oxygène, au niveau de la mitochondrie, vous pouvez voir que les adaptations sont bien supérieures quand on a fait les sprints en hypoxie. Donc c'est ce qu'on suspecte, c'est que les adaptations ici sont principalement musculaires. Donc on va créer un stress additionnel sur votre muscle qui va le forcer à s'adapter quand, encore une fois, l'intensité de l'entraînement ici est maximale. Donc combiner les deux méthodes, c'est certainement très intéressant puisqu'on va pouvoir augmenter le versant aérobie, transport d'oxygène, mais aussi son utilisation quand on fait les sprints. Donc c'est une méthode qui est relativement nouvelle. Je suis d'accord avec vous, il faut avoir le matériel pour ça, ou il faut aller à la montagne pour développer ça, mais c'est certainement très efficace comme méthode. Une autre vidéo, donc ça c'est le rugby gallois, c'est dans leur chambre à Cardiff. Simplement pour vous montrer que quand on fait l'entraînement en hypoxie, c'est pas simplement sur des tapis, ça peut être de la musculation, du vélo, ça peut être de l'intervalle training, on peut faire différents outils. Donc ça a été mis en place en 2015 donc pour préparer la Coupe du Monde de rugby, suite au développement des méthodes que je vous ai essayé de présenter aujourd'hui. Quand ils ont vu que ça pouvait apporter un bénéfice, ils ont fait construire cette chambre en 2014 et comme vous pouvez voir aujourd'hui, ils font beaucoup de leur travail en musculation, proprioception, sprint sur vélo, qui fait dans cette chambre. Donc toute l'équipe à Cardiff. J'ai bientôt fini. Donc le dernier point de mon intervention, c'est les études futures et c'est comme toujours la partie la plus intéressante. Donc le rugby, c'est vraiment un sport qui, à mon sens, peut bénéficier de toutes ces méthodes nouvelles. Donc on a un partenariat avec la Fédération française de rugby qui vient tester des nouvelles combinaisons, des nouvelles méthodes en hypoxie. C'est un partenariat qu'on a depuis quelques années. Donc, par exemple, une des études, c'est ça. On a 4 groupes, donc on va avoir 80 athlètes élites, donc tout le Pôle France de Marc aussi qui vient. Donc un groupe contrôle, donc qui fait des sprints au niveau de la mer. Un groupe altitude qui va faire donc des sprints en altitude. Un groupe chaleur, donc on a aussi un entraînement à la chaleur. Et un groupe qui va essayer de combiner les deux stress pour essayer de voir si, encore une fois, si on essaie de prendre le meilleur des deux méthodes, c'est peut-être encore mieux qu'une ou l'autre méthode. Donc, comme je vous disais, les sprints c'était classique, 20 sprints à 0,3 mm. La chaleur c'était donc 20 ou 35 degrés. Et puis un groupe qui est exposé aux deux stress métaboliques. On a fait différents types de tests. Et qu'est-ce qu'on a observé? Pour le moment, on est assez déçus. Comme vous pouvez voir sur la test de VO2 max, les 4 groupes, ils semblent augmenter, sauf peut-être même le groupe qui combine les deux. Et sur le test de puissance moyenne, vous pouvez voir que effectivement tous les groupes augmentent de la même manière, sauf peut-être même le groupe qui combine encore les deux stress, où eux ils augmentent moins. Donc encore une fois, the higher, not the better. C'est pas parce qu'on ajoute plus de stress, la chaleur, l'hypoxie, qu'on va avoir des meilleures adaptations. Comme vous pouvez voir, ça c'est des résultats préliminaires, mais apparemment, il vaut mieux ne pas être exposé à un stress environnemental quelconque ici que de faire trop. Donc c'est encore une fois, il faut bien réfléchir à ce qu'on fait exactement. C'est tentant, mais il ne faut pas non plus perdre la raison et comme vous pouvez voir, pour le moment, on est assez déçus. Donc voilà, ça c'est une dernière vidéo. Donc on travaille aussi avec les filles du rugby français. Donc pareil, elles vont venir la semaine prochaine. On va essayer de développer un nouveau protocole d'entraînement par sprint. Donc cette fois, pour faire bref, on va essayer de challenger le down, comme quoi l'altitude optimale ça serait entre 2005 et 3000 mètres. Cette fois, ils vont faire des sprints autour de 5000 mètres. Donc c'est quelque chose de vraiment très sévère qui va vraiment stresser leurs muscles. Mais par contre, elles vont faire la récupération au niveau de la mer. Donc on va essayer de jouer, essayer de comprendre encore une fois quelles pourraient être les adaptations les plus efficaces. Ça, c'est la dernière slide de mon intervention d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on a beaucoup parlé du sportif de l'élite. Très bien. Les psychologues connaissent très certainement cette cote de Freud, l'esprit comme un iceberg, il flotte avec un septième de sa masse au-dessus de l'eau. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire par là que le sport élite, c'est vraiment ça. Et que, à mon sens, l'utilisation de l'hypoxie, c'est l'iceberg, c'est toute la partie noyée qu'on ne voit pas. Et c'est clairement le futur. C'est clairement le futur pour les hypertendus, pour essayer de diminuer la pression sanguine par rapport au même entraînement sans hypoxie, par rapport au diabète, par rapport à la réhabilitation. Je m'explique, la réhabilitation par exemple, avec l'hypoxie, vous allez pouvoir artificiellement augmenter le stress, donc vous pouvez matcher la fréquence cardiaque, mais le fait est qu'en hypoxie, du coup, vous allez marcher moins vite ou courir moins vite pour le même niveau de sollicitation cardiaque. Donc ça peut être très intéressant pour la réhabilitation, pour les return to play players.
s'il marche moins vite, donc moins de stress métabolique, moins de stress mécanique sur les articulations, donc vont mieux améliorer l'entraînement. Mais toujours est-il que du fait de la stimulation hypoxique, vous allez toujours maintenir cette intensité d'entraînement qui sera la même qu'au niveau de la mer. Donc beaucoup d'applications pour le cancer, l'obésité aussi. Quand il y a pas mal d'études qui montrent que quand on dort pendant plusieurs semaines, qu'on fait des camps de réhabilitation aussi, on perd plus de poids qu'au niveau de la mer, puisque ça jouerait sur les hormones de l'appétit et beaucoup de choses. Aussi en gériatrie. Donc aujourd'hui on a parlé de ça, c'était très excitant, mais j'espère que la prochaine fois qu'on se rencontrera, il y aura beaucoup plus d'aspects sur ça. Voilà, j'en ai fini. Juste encore une fois, je voulais insister sur ça. Le panorama est en train de changer, il y a beaucoup de nouvelles méthodes, donc ça ouvre beaucoup de pistes. Tout n'est pas miraculeux, il y a toujours des avantages et des inconvénients, quoi qu'on fasse. Donc pas de recommandation uniforme, ça c'est clair, c'est ce qu'on essaiera de discuter demain. Qu'il y a un intérêt de chaque méthode, mais que cet intérêt va être différent selon les sports. Et que voilà, il faut bien choisir la dose hypoxique pour essayer d'avoir un bénéfice additionnel. Donc je vous remercie. Si vous avez des questions, je suis là pendant 2 jours.